Un matin d'automne, le corps sans vie de Melissa Porter a été découvert dans sa voiture, garée sur une route isolée à la sortie de la ville. Melissa, une enseignante de maternelle bien aimée, avait disparu 2 jours plus tôt, laissant derrière elle un mari inquiet et une communauté en état de choc. James Porter, le mari de Melissa, a été le premier à signaler sa disparition. James, un comptable leukik manière d'Ossars d'Os, était fou d'inquiétude, son angoisse se manifestant par le tremblement de sa voix lorsqu'il s'adressait à la police. La découverte du corps de Melissa a transformé ses pires craintes en une réalité cauchemardesque. Outre James, 2 autres hommes, Michael Reynolds et Joe Clark, font bientôt l'objet d'une enquête. Tous deux avaient été intimement liés à Melissa et nourrissaient des sentiments profonds et complexes à son égard. L'inspecteur Sarah Davis, une enquêtrice expérimentée, dotée d'un esprit vif et d'une détermination inflexible pour la justice, est chargée de l'affaire. Au fur et à mesure qu'elle se plonge dans la vie de Melissa et dans les relations qu'elle entretenait avec James, Michael et Joe, il devient évident que, sous la surface de cette affaire, apparemment simple, se cache un labyrinthe de secrets et de trahisons. L'histoire de Melissa Porter n'est pas seulement celle d'une mort tragique, mais aussi celle d'un enchevêtrement d'amour, de tromperie et de vengeance. C'est par une fraîche matinée que l'officier Tom Harris reçoit un appel concernant un véhicule abandonné dans la banlieue d'Oakwood. Alors qu'il s'approche de la Sonkscène, la vue de la voiture de Melissa Porter lui donne des frissons. La voiture était garée au hasard, une roue sur l'accotement en gravier, l'autre sur l'accotement en herbe. Les vitres sont embuées et une légère odeur flotte dans l'air. Harris jette un coup d'œil par la fenêtre du conducteur et recule. Melissa Porter est affalée sur le volant. Sa peau est pâle et un léger filet de sang a séché sur sa tempe. Il n'y a pas de cause immédiate de la mort, mais la Sonkscène laisse supposer qu'il s'agit d'un acte criminel. La petite communauté d'Oakwood est en état de choc et en deuil lorsque la nouvelle de la découverte se répand. Melissa avait disparu depuis 48 heures et ses amis et sa famille s'étaient accrochés à l'espoir qu'elle reviendrait saine et sauve. Cet espoir a été cruellement anéanti. James Porter avait le cœur brisé, son chagrin étant aggravé par la surveillance publique dont il faisait l'objet. C'est lui qui avait signalé la disparition de Melissa et il se retrouve maintenant au centre d'une enquête pour meurtre. L'inspecteur Sarah Davis arrive sur les lieux, le visage sombre. Elle inspecte méticuleusement la voiture et ses alentours, notant l'absence de blessures défensives sur le corps de Melissa et l'absence de lutte. Cela laisse supposer qu'elle ait été peut-être inconsciente ou hors d'état de nuire avant sa mort. Un examen préliminaire a révélé des traces d'une substance poudreuse sur le siège passager. Cette substance a été identifiée plus tard comme étant un puissant sédatif. Madame Davis ordonne que la voiture soit remorquée au laboratoire médico-légal pour un examen approfondi et charge son équipe de rechercher des témoins dans les environs. L'enquête ne faisait que commencer, mais la pression pour trouver des réponses était immense. La communauté voulait que justice soit rendue à Melissa et la police était déterminée à le faire. Le service de police d'Oakwood s'est rapidement mobilisé pour enquêter sur la mort de Melissa Porter. L'inspecteur Davis a pris la tête de l'équipe, dont l'attitude résolue a donné le ton. La première chose à faire était d'interroger James Porter, dont la proximité avec la victime faisait de lui une première personne d'intérêt. James a été emmené au poste pour être interrogé. Il avait l'air hagard, les cernes sous ses yeux, trahissant des nuits sans sommeil. L'inspecteur Davis a commencé par lui poser des questions de routine sur sa relation avec Melissa, ses activités récentes et l'endroit où il se trouvait pendant la période où elle avait disparu. James explique que Melissa et lui sont mariés depuis 5 ans
un couple apparemment heureux aux yeux de la communauté. Il a décrit la nuit où Melissa a disparu. Elle avait quitté la maison vers 19h en disant qu'elle devait faire des courses. Lorsqu'elle n'est pas revenue, il s'est inquiété et a appelé la police. Le lendemain matin, M. Davis a observé son comportement et cherché des signes de tromperie. James a donné un alibi, disant qu'il était chez lui en train de regarder la télévision ce soir-là. Il a proposé à la police de vérifier son histoire à l'aide d'images provenant du système de sécurité de son domicile. Davis note mentalement de suivre cette piste. Au fur et à mesure de l'entretien, un autre nom est apparu. Michael Reynolds. Selon James, Michael était un ami proche de Melissa, quelqu'un qu'elle connaissait depuis des années. James admet qu'il s'est toujours senti un peu mal à l'aise dans leur relation, mais qu'il n'avait aucune raison concrète de soupçonner quoi que ce soit de fâcheux. L'inspecteur Davis décide de rendre visite à Michael. Michael Reynolds, un grand gaillard d'une trentaine d'années, a l'air confiant, accueille les inspecteurs chez lui. Il semble sincèrement bouleversé par la mort de Melissa, insistant sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. Cependant, son agitation nerveuse suggère qu'il y a peut-être plus que cela dans l'histoire. L'enquête s'élargit à Joe Clark, un artiste local qui avait été vu avec Melissa à plusieurs reprises. Joe, âgé d'une quarantaine d'années, est connu pour son tempérament sombre et son mode de vie reclus. Il était moins loquace que Michael, évitant les questions directes et donnant des réponses vagues et énigmatiques. L'inspecteur Davis avait le sentiment que Michael et Joe cachaient Gantou quelque chose. Les fils de la vie de Melissa commencent à se dénouer, révélant une femme bien plus complexe et énigmatique qu'on ne l'avait imaginé. Au fil des entretiens, l'enquête devient de plus en plus complexe et les enjeux de plus en plus importants. La vérité sur la mort de Melissa était enfouie sous des couches de secrets, et c'était à Davis de la déterrer. Melissa Porter étant née et a grandi à Oakwood, une ville qu'elle a aimée et qu'elle n'a jamais voulu quitter. Elle était connue pour son sourire chaleureux et sa capacité à communiquer avec les gens, des qualités qui ont fait d'elle une excellente institutrice de maternelle. Son mariage avec James était considéré comme une union parfaite, mais ses proches savaient qu'il y avait plus sous la surface. Melissa a rencontré James il y a 5 ans, lors d'un événement caritatif. James, un comptable avec un emploi stable et un bon cœur, semblait être le partenaire idéal. Ils se sont mariés dans l'année qui a suivi et, pendant un certain temps, leur vie commune a semblé idyllique. Mais au fil du temps, Melissa a commencé à se sentir inquiète. La routine de la vie conjugale lui donne envie de quelque chose de plus. C'est alors qu'entre en scène Michael Reynolds. Michael et Melissa sont amis depuis le lycée. Leur lien a toujours été fort, et il y a eu des moments où leur amitié a semblé se rapprocher de quelque chose de plus profond. Michael, un entrepreneur charmant et prospère, offrait à Melissa l'excitation et la passion qui, selon elle, manquaient à son mariage. Leur relation, d'abord platonique, s'est rapidement transformée en une liaison secrète. Melissa s'est retrouvée déchirée entre la sécurité que lui offrait James et l'excitation qu'elle ressentait avec Michael. Les sentiments qu'elle éprouve pour Michael sont intenses, mais ils entraînent aussi des complications et de la culpabilité. Puis, il y a eu Joe Clark. Joe est un artiste local connu pour ses peintures lunatiques et sa nature recluse. Melissa a rencontré Joe lors d'une exposition d'art 1 an avant sa mort. Joe était différent de James et de Michael. Il était mystérieux et sombre, des qualités qui fascinaient, dit Melissa. Leur relation a été instantanée et Melissa n'a pas tardé à s'engager dans une relation avec Joe. Les relations de Melissa avec Michael et Joe n'étaient connues que de quelques amis proches et elle s'est efforcée de les cacher à James. Cependant, ces liaisons sont devenues de plus en plus difficiles à gérer et la vie de Melissa s'est compliquée.
Elle aimait chacun de ces hommes de manière différente, et chacun lui offrait quelque chose d'unique. Mais elle savait aussi que ce réseau d'amour et de tromperie ne pouvait pas durer éternellement. En creusant plus profondément dans le passé de Melissa, l'inspecteur Davis a découvert une femme passionnée et dynamique, mais aussi profondément conflictuelle. Le besoin de connexion et d'excitation de Melissa l'avait entraînée sur une voie dangereuse, qui s'est finalement soldée par sa mort prématurée. Lorsque le corps de Melissa a été découvert et que sa vie secrète a commencé à faire surface, les soupçons se sont naturellement portés sur James Porter. L'inspecteur Davis examine minutieusement son alibi, à la recherche d'incohérences qui pourraient indiquer son implication dans la mort de sa femme. L'alibi de James repose sur son affirmation selon laquelle il était chez lui la nuit où Melissa a disparu, regardant la télévision et s'endormant ensuite sur le canapé. Les vidéos de surveillance de la maison ont confirmé que James n'avait pas quitté la maison pendant les heures d'os critiques. Mais Madame Davis n'était pas entièrement convaincue. Elle savait que les alibis pouvaient tout être fabriqués ou manipulés. L'état du mariage des Porteurs est devenu un élément central de l'enquête. Les amis et les voisins ont dressé le portrait d'un couple apparemment heureux, mais qui avait son lot de problèmes. Les dossiers financiers montrent que les Porteurs étaient aux prises avec des dettes, ce qui pourrait inciter James à vouloir se débarrasser de sa femme. Les polices d'assurance-vie, souscrites par Melissa, renforcent les soupçons, bien que les montants ne soient pas exorbitants. Le comportement de James au cours de l'entretien est une autre source d'inquiétude. Si son chagrin semblait sincère, ses réponses étaient parfois trop mesurées, trop contrôlées. Davis se demandait s'il cachait quelque chose ou s'il essayait simplement de se protéger d'une accusation erronée. La preuve la plus accablante est une série de SMS échangés entre James et Melissa dans les jours qui ont précédé sa disparition. Ces messages révèlent une tension croissante entre Melissa exprimant son mécontentement et James répondant par la frustration. Les disputes, sans être ouvertement violentes, étaient le signe d'un mariage soumis à de fortes tensions. Les interactions de James avec Michael et Joe ont également mis la puce à l'oreille. Les deux hommes ont admis avoir eu des confrontations avec James qui étaient devenus de plus en plus méfiants à l'égard de leur relation avec Melissa. James a nié avoir eu connaissance des liaisons de Melissa, mais sa colère à l'égard des deux hommes était palpable. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, James Porter restait le principal suspect. Ses motivations possibles, le gain financier, la discorde conjugale et la jalousie ont donné à l'inspecteur Davis des raisons de le surveiller de près. Mais en l'absence de preuves concrètes le reliant directement au crime, l'affaire contre lui reste circonstancielle. Michael Reynolds et Joe Clark, les deux hommes qui avaient des relations intimes avec Melissa, étaient les suivants sur la liste de l'inspecteur Davis. Chacun d'eux avait ses propres raisons de vouloir Melissa dans sa vie, et peut-être aussi de vouloir la faire disparaître. Michael Reynolds, avec son comportement charismatique et sa carrière réussie, semblait être un suspect peu probable. Il était le confident de Melissa depuis des années, et leur lien s'était transformé en une relation amoureuse qui apportait à la fois joie et complications. Les sentiments de Michael pour Melissa étaient sincères, mais sa frustration face à l'indécision de la jeune femme et au caractère secret de leur liaison avait provoqué des tensions au cours de l'entretien. Michael a admis s'être senti blessé et trahi lorsqu'il a découvert la relation de Melissa avec Joe, mais il a nié avec véhémence avoir quoi que ce soit à voir avec sa mort. Pour Joe Clark, c'est une autre histoire. Connu pour sa personnalité sombre et son tempérament artistique, Joe a toujours été une énigme. Sa relation avec Melissa était intense et passionnée, mais aussi empreinte de jalousie et de possessivité.
L'art de Joe reflétait souvent ses émotions tumultueuses, et ses interactions avec Melissa ne faisaient pas exception. Lorsqu'il était interrogé, Joe était évasif, et ses réponses étaient teintées d'amertume. Il a exprimé son profond chagrin à la suite de la mort de Melissa, mais aussi un ressentiment persistant envers elle pour n'avoir pas été capable de s'engager pleinement avec lui. Davis a noté les contrastes entre Michael et Joe. L'un est un homme d'affaires brillant et prospère, l'autre un artiste morose et introspectif. Tous deux étaient motivés par l'amour et la jalousie, et tous deux avaient été profondément affectés par les actes de Melissa. Le détective a également découvert que Michael et Joe s'étaient affrontés à plusieurs reprises, leur dispute s'intensifiant au fur et à mesure que les relations de Melissa avec eux s'envenimaient. L'enquête sur les antécédents de Michael et de Joe a révélé d'autres aspects de l'histoire de Melissa. Chaque homme avait été attiré par la personnalité vive et la chaleur de Melissa, mais tous deux avaient connu les aspects les plus sombres de leur relation avec elle. La complexité de ces relations suggère que la mort de Melissa n'est pas une simple affaire de jalousie ou de vengeance, mais plutôt l'aboutissement de nombreuses émotions et de désirs contradictoires. En continuant à démêler les méandres de la vie et des relations de Melissa, l'inspecteur Davis s'est rendu compte que la vérité était profondément enfouie dans un réseau de passions, de trahisons et de motifs cachés. Le défi consistait à démêler ces fils et à trouver celui qui mènerait à l'assassin de Melissa. Au fur et à mesure que l'inspecteur Davis s'enfonçait dans la vie de Melissa, James, Michael et Joe, elle commençait à découvrir une série de révélations et de secrets surprenants qui donnaient une image plus claire de l'univers complexe de Melissa. La première révélation majeure est venue d'une amie proche de Melissa, Laura Mitchell. Laura a révélé que Melissa se confiait à elle depuis des mois sur les difficultés de son mariage et les troubles causés par ses relations avec Michael et Joe. Melissa s'était sentie de plus en plus piégée et submergée par la double pression de son mariage et de la gestion de ses affaires. Laura a également mentionné que Melissa avait exprimé la crainte que quelqu'un la harcèle, sans toutefois préciser qui. Ces nouvelles informations ont incité Davis à examiner les preuves d'un œil nouveau. La possibilité d'une tierce partie, quelqu'un qui était au courant des liaisons de Melissa et qui avait tout intérêt à ce qu'elle disparaisse, est devenue une piste convaincante. M. Davis a ordonné une enquête plus approfondie sur les communications et les médias sociaux de Melissa, à la recherche de signes de menaces ou d'activités suspectes. L'analyse médico-légale de la voiture de Melissa a fourni une autre pièce cruciale du puzzle. Les traces du sédatif trouvées sur le siège passager correspondent à une ordonnance enregistrée au nom de Joe Clark. Face à cette preuve, la façade calme de Joe a commencé à se fissurer. Il admet avoir pris le sédatif, mais affirme qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à Melissa. Selon Joe, Melissa lui avait demandé le sédatif pour l'aider à dormir, une affirmation difficile à vérifier. L'enquête s'est compliquée par une découverte dans les dossiers financiers de Michael. Au cours des derniers mois, d'importantes sommes d'argent ont été transférées entre les comptes de Michael et un tiers inconnu. Michael a expliqué qu'il s'agissait de transactions commerciales, mais l'absence de documents clairs a éveillé les soupçons. Davis se demande si Michael n'est pas impliqué dans une forme de chantage, ou s'il n'a pas engagé quelqu'un pour intimider Melissa. La pression sur les trois hommes s'intensifie à mesure que Davis continue à reconstituer les derniers jours de Melissa. Des entretiens avec des voisins et des collègues ont révélé que Melissa avait prévu de quitter Oakwood, peut-être pour échapper aux relations enchevêtrées dans lesquelles elle s'était retrouvée. Elle y était vue en train de faire des cartons dans sa voiture et a mentionné à un collègue qu'elle avait besoin d'un nouveau départ.
C'est alors que survient la plus grande révélation. Un journal intime caché dans les affaires de Melissa. Ce journal contenait des récits détaillés de ses relations avec James, Michael et Joe, ainsi que ses craintes et ses projets d'avenir. Melissa a écrit qu'elle se sentait étouffée par la nature contrôlante de James, exaltée par sa liaison avec Michael et profondément troublée par son lien intense avec Joe. Elle a également mentionné avoir reçu des menaces anonymes qu'elle soupçonnait provenir de quelqu'un qui était au courant de ses liaisons. Le journal intime brosse le portrait d'une femme prise dans une toile qu'elle a elle-même tissée et qui cherche désespérément à s'en libérer sans savoir comment. Il a fourni à l'inspecteur Davis des informations cruciales sur l'état d'esprit de Melissa et sur les motivations possibles de son entourage. Grâce à ces nouveaux éléments, l'inspecteur Davis a eu le sentiment de s'approcher enfin de la vérité. Alors que l'inspecteur Davis pensait être sur le point de résoudre l'affaire, un rebondissement surprenant est apparu, qui a modifié l'orientation de l'enquête. Un nouvel élément de preuve est apparu. Les images de vidéosurveillance d'une supérette voisine montrent Melissa en compagnie d'un homme qui n'est ni James, ni Michael, ni Joe la nuit de sa disparition. L'homme sur les images a été identifié comme étant Daniel Harper, un ancien collègue de Melissa qui travaillait dans une ville voisine. Harper avait un passé trouble, notamment des antécédents de comportement violent et une injonction de ne pas faire déposer contre lui par une ancienne petite amie. La découverte de son implication avec Melissa a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Davis fait venir Harper pour l'interroger. Homme râblé et nerveux, Harper a d'abord nié avoir vu Melissa récemment. Mais lorsqu'il est confronté à la vidéo, il change d'avis. Il admet avoir rencontré Melissa cette nuit-là, mais affirme qu'ils n'ont fait que parler. Selon lui, Melissa l'avait contacté parce qu'elle se sentait menacée et avait besoin de se confier à quelqu'un. Elle avait demandé à Harper de la rencontrer loin d'Oakwood pour éviter d'être vue par quelqu'un qui pourrait la connaître. Le récit de Harper semblait plausible, mais Davis se méfiait. Harper avait un mobile, ses sentiments non réciproques pour Melissa et sa jalousie à l'égard de ses relations avec d'autres hommes. Son comportement passé suggérait qu'il pouvait être capable de violence, surtout s'il se sentait rejeté ou trahi. M. Davis a décidé d'enquêter plus avant sur les antécédents de M. Harper et sur ses relations avec Melissa. Entre-temps, l'analyse médico-légale de la voiture de Harper a révélé des traces du même tranquillisant que celui trouvé dans la voiture de Melissa. Cette nouvelle preuve relie directement Harper à la scène du crime et fait de lui le principal suspect. L'histoire de Harper a commencé à s'effilocher sous le poids des preuves qui s'accumulaient en un. Il avoue avoir donné le sédatif à Melissa, mais insiste sur le fait que c'était pour sa propre protection, affirmant qu'elle l'avait demandé pour se calmer. L'inspecteur Davis savait que l'implication de Harper compliquait l'histoire, mais elle soupçonnait aussi qu'il y avait plus que cela. Le récit des événements par Harper ne correspond pas tout à fait aux preuves. Davis émet l'hypothèse que Harper a peut-être été manipulé par quelqu'un d'autre, peut-être Michael ou Joe, pour commettre le crime. L'idée d'une conspiration plus large commença à prendre forme alors que Davis continuait à demander des détails à Harper. Ce dernier révèle un détail surprenant. Il avait reçu des paiements anonymes au cours des derniers mois. Il en est de même pour Michael. Harper prétend ne pas savoir qui est à l'origine de ces paiements, mais admet qu'ils sont destinés à garantir son silence sur ses rencontres avec Melissa. Cette révélation suggère un effort coordonné pour garder les secrets de Melissa cachés. Davis se rendit compte que l'enquête avait pris une tournure sombre, impliquant non seulement un crime passionnel, mais aussi un plan calculé pour faire taire Melissa pour de bon. Les pièces du puzzle commencent enfin à se mettre en place, et Davis est déterminé à découvrir le cerveau du complot.
l'enquête prend une tournure sinistre à mesure que l'inspecteur Davis démêle l'écheveau de la tromperie qui entoure la mort de Melissa. La révélation de paiements anonymes et l'implication de Harper mettent en évidence un complot plus vaste et plus néfaste. L'inspecteur Davis doit désormais envisager la possibilité que la mort de Melissa ne soit pas un simple crime passionnel, mais un meurtre prémédité orchestré par quelqu'un ayant des intentions cachées. L'équipe de Davis s'est attachée à remonter à la source des paiements. Les dossiers financiers montrent une série de transactions passant par une société écran et aboutissant finalement à un compte offshore. Cette piste financière complexe suggère un niveau élevé de planification et d'ingéniosité, des caractéristiques qui ne sont généralement pas associées aux crimes de passionnels. Cette nouvelle piste désignait une personne dotée d'une grande perspicacité financière et des moyens nécessaires pour brouiller les pistes. Il pourrait s'agir de Michael Reynolds, compte tenu de son expérience dans le monde des affaires. Armé de ces nouvelles preuves, Davis rend à nouveau visite à Michael. Sous l'effet d'un interrogatoire poussé, la façade confiante de Michael commence à se fissurer. Il admet avoir transféré de l'argent à Harper, mais insiste sur le fait que c'était pour aider Melissa et non pour lui nuire. Il affirme que Melissa lui a confié ses craintes et lui a demandé d'assurer sa protection, mais il n'avait aucune idée que Harper utiliserait l'argent à mauvais escient. Davis n'est pas convaincu par l'explication de Michael. Elle soupçonne Michael d'avoir orchestré un plan pour l'écarter de l'équation, car il se sentait acculé par l'indécision de Melissa et la menace de voir leur liaison révélée au grand jour. Cependant, Michael n'aurait pas pu, à lui seul, mener à bien un plan aussi complexe. L'implication de Joe Clark, avec ses émotions volatiles et son lien avec Melissa, semblait probable. Confrontant Joe, Davis lui présente les preuves du sédatif et des transactions financières. Joe, déjà instable, craque sous la pression. Il avoue avoir été manipulé par Michael, qui l'a convaincu que Melissa avait l'intention de les quitter tous les deux et de dévoiler leurs affaires. Dans une tentative désespérée d'empêcher cela, Joe a accepté le plan de Michael qui consistait à droguer Melissa et à la faire disparaître. La sombre vérité est apparue. Michael a orchestré toute la machination, utilisant Joe et Harper comme des pions pour mener à bien son plan. Le motif de Michael n'était pas seulement la jalousie, mais une décision calculée pour éliminer Melissa et protéger sa réputation et ses intérêts commerciaux. Joe, poussé par ses troubles émotionnels, est un complice involontaire. Quant à Harper, attiré par l'argent, il a joué son rôle sans en mesurer pleinement les conséquences. L'enquête de M. Davis avait mis au jour une conspiration effrayante qui mettait en évidence les limites que les gens sont prêts à franchir pour protéger leurs secrets et leurs désirs. L'affaire était bien plus complexe et plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé au départ, révélant les profondeurs de la tromperie et de la trahison humaine. Les pièces du puzzle se mettant enfin en place, l'inspecteur Davis s'est empressé d'obtenir des mandats d'arrêt contre Michael Reynolds et Joe Clark. Les preuves à leur encontre sont stupéfiantes. Les transactions financières, les aveux et le lien médico-légal entre le sédatif et Joe. Madame Davis a coordonné son équipe pour s'assurer que les arrestations se déroulent en douceur et sans incident. Joe Clark est le premier à être arrêté. Il a été retrouvé dans son atelier, entouré de ses peintures sombres et obsédantes. Les agents chargés de l'arrestation l'ont trouvé dans un état de désarroi, sa culpabilité et ses remords étant évidents. Joe n'oppose aucune résistance, marmonnant des excuses et s'enquérant des derniers instants de Melissa. Ses remords étaient sincères, mais il ne pouvait pas l'absoudre de son rôle dans le crime. Michael Reynolds s'est montré plus difficile. Il avait anticipé son arrestation et tenté de s'enfuir. Cependant, grâce aux efforts coordonnés de la police d'Oakwood,
Ilamitz a été appréhendé sur une piste d'atterrissage privée alors qu'il tentait de monter à bord d'un avion affrété. Son arrestation a été marquée par la défiance et l'indignation, car il a protesté de son innocence et accusé la police de fabriquer des preuves. Les deux suspects étant en garde à vue, l'accusation a commencé à constituer un dossier solide. Le procès qui s'ensuivit fut l'un des plus sensationnels de l'histoire d'Oakwood, attirant l'attention des médias. La salle d'audience était remplie d'habitants de la région, de journalistes et de personnes ayant connu Melissa. L'accusation a présenté un récit convaincant de manipulation, de trahison et de meurtre, tandis que la défense a tenté de présenter Michael comme une victime des circonstances et Joe comme un homme poussé au désespoir. Le jury a délibéré pendant plusieurs jours, soupesant les nombreuses preuves et les témoignages émouvants. Finalement, Michael Reynolds et Joe Clark ont été reconnus coupables de conspiration et de meurtre au second degré. Michael a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Joe, dont les remords sincères et la coopération ont été pris en compte, a bénéficié d'une réduction de peine de 25 ans. Daniel Harper, dont le rôle a été plus secondaire, a été accusé de complicité de meurtre et a bénéficié d'une réduction de peine de 10 ans. Sa participation, bien qu'importante, a été considérée comme ayant été contrainte par les principaux conspirateurs. En fin de compte, Oakwood a retrouvé une existence paisible, mais la mémoire de Melissa Porter et les leçons tirées de son affaire ne seront jamais oubliées. Son histoire reste un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la recherche permanente de la vérité et de la justice.